Ils sont 88, ces funambules sur le point d'éternuer, publiés aux éditions Esperluette, et ils nous ressemblent étrangement par moments. 88 courts récits comme des instantanés saisis au vol. En quelques mots, Didier Lévy nous emmène dans une situation, un événement anodin, une histoire singulière. Le ton est tour à tour sérieux, décalé, burlesque, drôle, taquin, étrange, tendre le plus souvent. Didier Lévy accompagne certaines de ses microfictions poétiques d'un dessin de son cru, et alors les lignes s'en mêlent joyeusement, rajoutant une impression d'équilibre ténu sur ces innocentes pages. Avec beaucoup de retenue et de discrétion, Didier Lévy nous promène de tranche de vie en tranche de vie, créant des histoires qui viennent doucement faire écho à notre propre vécu. Rencontre avec un conteur qui pèse chaque mot avant de le coucher sur le papier et de nous emmener sur le fil. Alors, nous allons parler de Funambule, sur le point d'éternuer, Didier Lévy, qui a été publié aux éditions Esperluette. Comment qualifieriez-vous déjà ce texte? Est-ce que ce serait des microfictions, des aphorismes, des instantanés? Comment vous-même qualifieriez-vous ces textes très courts? Écoutez, je serais bien en peine de pouvoir les qualifier. Je pense que à chaque fois, ce sont des tentatives. Ce sont des petits pas. Je sais jamais très bien où ils m'emmènent parce que à chaque fois, ce sont des improvisations. Et j'aime de plus en plus cet exercice de spontanéité que permet la forme brève. Alors voilà, je viens déjà de dire quelque chose qui peut un peu les qualifier. Je parle de forme brève. Ouais. Alors je pense qu'effectivement après, on peut les ranger dans tous les ensembles que vous avez cités. Je crois que ça tient beaucoup à mon amour, à mon intérêt pour cette forme d'écriture un peu immédiate que je qualifierais aussi de sketch, un peu au sens graphique du terme, c'est-à-dire d'essayer quelque chose. Si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, ben on recommence. Un peu le sketch et le comic strip aussi qu'on pouvait retrouver dans les journaux américains en 4 cases, qui est une situation, une scène qui soit décrite. C'est un peu la version littéraire. Alors je pense qu'à la différence du strip que j'ai par ailleurs, qui est un domaine sur lequel j'ai également travaillé, qui lui demande beaucoup de réflexion et de peaufinage. C'est vraiment une mécanique narrative qui demande beaucoup de travail, alors que là, je te dis pas que ça demande pas beaucoup de retravail, mais qu'il y a quelque chose dans l'apparition du texte qui a quand même quelque chose à voir avec l'immédiateté. Le strip, moi je me rappelle en avoir quand même beaucoup écrit pour un taux de déchet vraiment mais phénoménal. Hein. Comment est-ce que vous écrivez ces textes très courts? Est-ce que c'est à partir d'une observation, d'une situation vécue? Comment est-ce que se déclenche l'articulation? C'est un petit peu difficile à dire, c'est-à-dire qu'au fond, moi je laisse quand même beaucoup de place à ce qui arrive, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte de créer un espace pour que des choses un peu inconscientes ou des choses que je souhaiterais dire remontent à la surface. Et puis après, j'essaie de trouver des arbitrages entre moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie qu'on devine et ce que j'ai envie de taire. Donc à chaque fois, ce sont un ensemble de micro-décisions. Et puis il m'arrive aussi de beaucoup réécrire. C'est-à-dire que quand je trouve une formulation, quelque chose qui m'intéresse bien, de le réécrire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, en déplaçant un peu les points de vue pour voir. C'est-à-dire que j'ai toujours cette espèce de forme de curiosité du « et si ». Et si j'essayais ça? Moi, ça fait longtemps que j'écris, puisque en marge de ce travail pour adultes, premier essai dans ce genre-là, moi j'écris des livres pour enfants depuis très longtemps. C'est mon activité principale et c'est aussi pour ça que je parlais des strips tout à l'heure. Et le livre pour enfants, je fais juste une petite parenthèse. Le livre pour enfants, ce qui est vraiment important, c'est la chute, c'est savoir comment on termine. Et donc, le livre pour enfants,
comme la littérature policière, ça veut dire avoir un travail de réflexion et de préméditation extrêmement importante pour savoir, avant même de commencer à écrire, comment on va terminer son histoire. Et avec ces petites fictions pour adultes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est faire confiance à la spontanéité, à l'imprévu, et ne pas avoir peur de l'impasse. Donc, je suis toujours un peu, dans ma pratique de l'écriture, à cheval entre ces deux attitudes. C'est-à-dire anticiper ce qui pourra arriver et laisser venir l'improviste. Oui, d'où le titre de funambule, parce que c'est vraiment un exercice de funambule que vous faites vous-même dans votre écriture, en fait. Oui, alors que c'est un exercice de funambule, et encore une fois, on tombe jamais très haut parce que c'est pas du tout comme ces romanciers qui, j'ai envie de dire, qui travaillent un peu à la Faulkner, où ils n'ont pas du tout de plan préétabli et qui se lancent comme ça, quitte à vraiment, eux, se prendre un mur et être confrontés à des problèmes de construction narrative qui peuvent être autrement plus vertigineux que quand on travaille sur un fragment de 5 lignes. Cependant, vous disiez que ces fragments de 5 lignes, parler du retravail, on pense souvent que plus c'est court, plus c'est facile à écrire, plus ça vient vite et on peut le laisser. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que déjà avant d'écrire, il y a beaucoup de travail de réflexion et comme vous l'avez dit, une fois que c'est écrit, vous réécrivez 2, 3, 4 fois? Non, ce qui est important, c'est enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai tirée de l'écriture de ce recueil, c'est d'arriver, dans un premier temps, à repérer quelques textes qui vont définir, j'ai envie de dire, une tonalité ou un standard à partir duquel on va pouvoir commencer à composer un univers. Et donc, c'est de repérer dans une foultitude de textes qui sont écrits dans cette occasion, ce qui me semble les plus pertinents, et ces textes-là vont me servir de point de repère. C'est à partir de cela, c'est à partir encore une fois, de la façon dont ils vont diffuser leur contenu, leur richesse, leur singularité, que je vais avoir une vague idée d'où je vais avoir envie d'aller. Et petit à petit, je vais rectifier le tir, c'est-à-dire que pour arriver à bâtir un ensemble de 90 petits textes, j'ai dû en écrire 300. Parce que il faut arriver et c'est ça que je trouve intéressant, c'est à composer malgré tout un ensemble. Un recueil, c'est pas une succession de textes, c'est vraiment la composition d'une mosaïque. C'est ce que j'ai découvert en faisant ça. Et donc, la grosse difficulté, c'est pas tant d'écrire un texte qui soit bon ou mauvais, c'est de savoir comment l'intégrer et s'il va s'intégrer dans un projet plus général. Oui, c'est en dehors de la qualité, c'est la cohérence éditoriale même. C'est la cohérence, mais surtout, je dirais, c'est est-ce que on est dans la même géographie. Là, je suis en train de retravailler sur un ensemble de courts textes, et là, petit à petit, je vois comment, effectivement, on peut à nouveau bâtir un corpus. Et je trouve ça très intéressant de voir comment, au-delà du petit texte et au-delà de savoir s'il est réussi ou pas, comment ces petites pierres, ces petits modules vont s'intégrer dans un ensemble plus vaste. Et vous parlez justement des différences entre l'écriture jeunesse et l'écriture adulte, d'un point de vue, on va dire, technique. Qu'est-ce qui vous a amené à laisser un petit peu de côté la jeunesse pour ce texte et vous adresser à des adultes? Et presque, pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Alors, c'est une très très bonne question qui m'a beaucoup travaillé pendant des années. C'est que je crois que il faut arriver à trouver son écriture. Et son écriture, c'est pas juste une façon de faire des phrases en fonction des influences, en fonction des auteurs qu'on aime. C'est aussi de trouver sa longueur, hein, de trouver, j'ai envie de dire, son volume d'écriture. Il y a des gens pour qui ça vient très vite, et il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus long. C'est mon cas. J'ai mis des années et des années
comprendre dans quel espace je pouvais m'exprimer. Je suis content de le trouver maintenant. Je suis assez content de le trouver maintenant parce que ça me donne une vraie forme de liberté par rapport à la reconnaissance, par rapport à des plans de carrière. Enfin, j'ai envie de dire que je commence une activité d'écriture à un âge où ça devient marrant. Ce que je veux dire par là, c'est que donc ça fait 30 ans que je publie des livres pour enfants qui m'ont donné, je crois, une certaine familiarité avec avec la phrase, avec l'écriture. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a permis de définir que voilà, j'avais envie de m'installer un peu dans ces constructions de, je sais pas comment les appeler, de microfiction ou de petits mondes comme ça, et puis de faire en sorte aussi qu'il puisse y avoir des ramifications, qu'il puisse y avoir des formes de capillarité entre ces différents petits textes pour qu'ils fabriquent des ensembles. Oui, effectivement, ces petits textes, ces fragments, comme vous les nommiez tout à l'heure, forment un vrai tout cohérent. Vous disiez que vous en aviez écrit à peu près 300 pour en garder non moins de 190 pour ce recueil. 90, oui. Et vous parliez également d'un travail en cours. Est-ce que vous appliquez le même type de taille, ensuite de taille dans la masse pour les rassembler en dehors de leur qualité littéraire, mais de leur cohérence? Oui, je pense. C'est-à-dire que le vrai a des dangers pour moi, mais j'imagine comme pour plein de gens qui écrivent, c'est d'en dire trop. Donc je me rends compte que il y a, c'est-à-dire au fond, c'est toujours la même question de savoir quelle place on laisse au lecteur. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que meilleur est l'écrivain, plus la place qu'il laisse au lecteur est importante. Donc, mon boulot, finalement, ça consiste beaucoup à être bien indulgent avec moi-même au départ et à écrire vraiment, pardonnez-moi le terme, mais de grosses conneries. Et puis après, à faire tout un travail de sélection, tout un travail de, de coupure pour voir ce que je garde pas. Mais c'est un peu la même logique, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que je peux garder, qu'est-ce que je peux retrancher, sachant que j'ai besoin de cette espèce d'exercice quotidien de la fabrication de ces petits textes. Quand vous les avez écrits, vous dites quotidien, vous avez travaillé un petit peu dessus tous les jours en marge de votre travail d'écriture, si je puis dire, voilà, jeunesse, peut-être vos projets en cours et tout ça. Alors j'ai besoin de beaucoup de cette pratique quotidienne pour une raison très simple, c'est que j'ai l'impression que l'écriture c'est vraiment une affaire à la fois de conscience et d'inconscience. Ce que je veux dire par là, c'est que en écrivant tous les jours, ça permet de garder évidemment une espèce de continuité dans l'élaboration du projet, dans sa concrétisation, mais surtout en y revenant quotidiennement, il y a une espèce de maturation qui se fait de façon profonde, souterraine, inconsciente, qui vient nourrir le propos, le projet, et qui donne une espèce de plus grande sensibilité à l'égard de ce qui arrive pour pouvoir savoir si ça rentre ou pas dans le propos. Donc moi je crois beaucoup, mais c'est pour moi, j'ai pas du tout un avis très tranché pour les autres, mais moi j'ai besoin quand je suis sur un projet, qu'il soit adulte ou jeunesse, de le fréquenter vraiment quotidiennement pour être extrêmement à l'affût de tout ce qui va se passer dans les marges, de tout ce qui va se formuler entre les lignes, entre les mots. Vous avez ce même processus pour un album, pour des textes jeunesse qui sont, on va dire, plus courts, plus synthétiques, plus simples, parfois? Absolument. C'est-à-dire que j'ai besoin
de cohabiter avec lui pendant un bon moment pour sentir ses lignes de force, sentir comment il est fabriqué, comment il tient, et encore une fois, ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Je pourrais très bien m'en remettre à des regards extérieurs en cours d'élaboration du texte, mais j'ai besoin de ce temps de dialogue avec le manuscrit pour vraiment m'installer à l'intérieur et voir comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'au fond, je travaille un peu comme un, comme un artisan et j'essaye de voir si ce que je bâtis est solide. Et pour pouvoir ressentir ça, parce que je pense que c'est autant une question de logique que d'intuition, il faut vraiment avoir comme ça une espèce de fréquentation un peu quotidienne du projet. Je me suis rendu compte que s'il n'y a pas cette quotidienneté, mais c'est comme pour plein de choses, hein, si on laisse passer du temps, finalement, la relation qu'on est en train de bâtir avec un projet ou n'importe quel type, par exemple, d'apprentissage ou de relation, c'est quelque chose qui peut se défaire. Et je n'aime pas tellement les choses qui partent comme ça, qui se défont comme ça, et sur lesquelles il est très très difficile de revenir. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers l'écriture jeunesse? Vous disiez tout à l'heure, ça fait 30 ans que vous écrivez des livres pour enfants. Pourquoi l'écriture jeunesse? Je pense que l'écriture jeunesse, c'est un peu un concours de circonstances. C'est-à-dire que moi, je travaillais comme rédacteur publicitaire avec d'autres créatifs, comme on dit entre guillemets. Et j'ai rencontré dans une agence où j'étais donc rédacteur une graphiste qui souhaitait quitter ce milieu qui était quand même assez dur pour faire des livres pour enfants et qui m'avait demandé si j'avais pas un texte. Et donc j'ai écrit un premier texte qui était pas très bon, mais qui a été publié et qui m'a donné envie d'essayer d'en construire un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Puis je suis devenu père, et j'ai trouvé que c'était avant que le livre pour enfants devienne vraiment un objet très marketé, un objet de consommation culturelle, un produit culturel. C'était quand même très agréable d'avoir des enfants et de grandir dans cet univers. Et puis mes enfants sont grands maintenant, donc je trouve ça pas mal de voilà, peut-être d'en faire moins. Et puis j'ai l'impression aussi, alors c'est vraiment là j'ouvre encore une autre parenthèse, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment où bah voilà, peut-être qu'il faut aussi laisser la place aux autres pour parler de l'enfance ou pour parler aux enfants. Donc si moi je vais encore en faire quelques-uns, je pense, mais c'est vrai que mon intérêt il va aller plutôt maintenant vers que ce soit publié ou pas, hein, vers l'écriture adulte. Oui, c'est un chemin en fait, votre écriture, vraiment un chemin que vous suivez et qui prend différentes formes. C'est un chemin et c'est une école de transformation. C'est une école de transformation du monde et c'est une école de transformation de soi-même. Et c'est un choix de voyage. Et vos inspirations pour ce voyage, que ce soit en ce qui concerne l'écriture jeunesse, comme l'écriture, on va dire, plus adulte, même si ce sont un peu des segments qui ont... Qu'est-ce qui vous inspire comme que ce soit en écrivain ou autre pour votre écriture? Je crois qu'en écrivant ces petits textes pour adultes, j'ai beaucoup pensé à la fantaisie poétique de Richard Brautigan. Je crois que c'est un auteur qui m'a vraiment totalement émerveillé et dont la présence m'accompagne. Après, il y a plein d'autres gens qui sont comme ça pour moi, des espèces de présences un peu un peu tutélaires, que ce soit des écrivains anglo-saxons, que ce soit des écrivains français. C'est sûr que je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup besoin de lire pour pouvoir écrire. Les deux pratiques me semblent extrêmement liées. Mais c'est une sorte de vase communicant naturel, en fait. Oui, puis surtout, j'ai toujours cette espèce de curiosité de voir comment font les autres. C'est-à-dire comment ils règlent le problème, comment ils le contournent, comment ils le dépassent.
il y a une espèce de curiosité qui est évidemment une curiosité professionnelle, et puis il y a aussi cette espèce de grand bonheur d'aller se tremper, se baigner dans la prose de quelqu'un d'autre. C'est que j'aime ou pas le livre, hein, la question est pas là, mais rencontrer une écriture est toujours pour moi quelque chose de très très vivifiant. Et d'ailleurs, je remarque que je suis beaucoup moins critique que je pouvais l'être il y a quelques années sur des livres que j'aime ou que j'aime pas. C'est-à-dire qu'au fond, prends toute cette écriture comme un espèce de flux, toute cette littérature comme un flux permanent. Voilà, je suis quelqu'un qui lit, écrit et qui écrit, voilà. Vous parlez de capillarité tout à l'heure dans les textes même de ce recueil, mais en fait, elle se retrouve également dans votre approche de l'écriture, de la lecture, de la création, en fait. Oui, et j'ai envie de dire que un truc dont on parle pas beaucoup là, mais qui est assez important, c'est la pratique du dessin, puisque toutes ces petites fictions sont en partie illustrées par moi, et le dessin, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement, puisque je me suis mis à dessiner à plus de 45 ans. Et ce qui est très intéressant quand on se lance dans une nouvelle pratique artistique, c'est le recul que ça permet d'avoir par rapport à une première, et la façon dont on va pouvoir appliquer dans la deuxième tout ce qu'on a cru comprendre ou tout ce qu'on a appris dans la première. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant et passionnant, notamment en termes de capillarité. C'est-à-dire de voir comment finalement tout ça se nourrit, et comment tout ça finalement invite à toujours être à la fois dans un espèce de double mouvement où on peut être à la fois plus indulgent envers soi-même dans un premier temps et dans un deuxième temps plus exigeant. C'est-à-dire d'avoir cette espèce de balance où on va dans un premier temps dans je dirais l'alcôve des essais, dans l'alcôve des tentatives, des recherches, s'autoriser à plein de choses qui, une fois qu'elles sont advenues, on va essayer quand même de les amener le plus loin possible avec le plus de rigueur possible. Donc, il y a aussi une capillarité de cet ordre-là, c'est-à-dire de vraiment s'inviter à la plus grande des spontanéités et s'accorder évidemment le droit à la bêtise, le droit à la connerie, le droit à l'humour gras, quitte après, dans un deuxième temps, à faire un travail pas de sélection, parce que c'est pas le mot, mais travail d'élaboration de tout ça. De considérer que tout ça, c'est finalement une matière première qu'il va falloir retravailler. Et est-ce que vous envisageriez de l'appliquer sur de la forme longue, ou est-ce que c'est vraiment cet instantané qui vous parle? Là, ce que je suis en train de découvrir, c'est qu'une forme longue, ça peut être une succession de formes courtes. Donc, je ne sais pas trop, mais oui, je pense à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je pense que je vous parlais tout à l'heure de ces jeux de Lego, en un seul mot, L-E-G-O, hein, de cette espèce de construction où on associe comme ça des modules, des petits modules pour en faire des plus gros. Je pense qu'il y a aussi cette liberté-là et cette possibilité-là. Donc là, je suis en train un peu d'essayer de sonder. Oui, c'est pareil. Vous faites des petits essais, puis vous verrez ensuite ce que la forme. Exactement, ouais. J'essaie de laisser dans la mesure où je suis moins obsédé par l'idée du résultat, la manière et la méthode, ça me permet de leur laisser plus de liberté. Ça me permet de prendre plus de temps pour emprunter des chemins buissonniers et essayer des choses que je ferais pas forcément si j'étais totalement obsédé par, comme ça a longtemps été le cas, l'idée du résultat. Et vous êtes plus libre, en fait, ou en tout cas, vous vous accordez beaucoup plus de liberté. Ouais, je pense que c'est le privilège de la maturité.